Merci de vous joindre à nous. Sur le plateau avec moi, le président directeur général de Arintech Cameroun, start-up promotrice d'une plateforme numérique et multifonctionnelle et mandataire de l'État dans le cadre du paiement des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques. Bonsoir, Monsieur Paul Zambo, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Lucrèce. Bonsoir à tous les spectateurs de la CRTV. À ma gauche, Cyril King Mbépé, journaliste au service économie de la rédaction centrale CRTV Télé. Bonsoir et une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à Monsieur Zambo et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont là ce soir pour cet échange. L'article 7 de la loi des finances 2019 portant taxation des téléphones portables et des tablettes électroniques ou numériques à l'importation entre en vigueur dès le 15 octobre prochain. En effet, les téléphones, les tablettes et les modems seront désormais dédouanés directement par le consommateur final, soit 33% du prix de l'appareil à la sortie de l'usine. Comment et pourquoi? Réponse dans un instant. Et puis, année scolaire 2020-2021, le train s'est ébranlé lundi avec ses lots d'épreuves, notamment le système de mi-temps. Le contexte de crise sanitaire justifie cette nouvelle division du temps scolaire avec tout ce qu'elle implique comme équation à résoudre, à savoir la gestion des effectifs, la couverture des programmes scolaires et l'adhésion des enseignants. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse avec Jean-Pierre Adjaba, qui est l'inspecteur coordonnateur chargé des sciences au Minesec, et Kanga William Mwasaloko, le chef de station de CRTV Sud-Ouest. Une fois de plus, bienvenue donc sur le plateau de Scène de presse. Alors, Monsieur Paul Zambo, pourquoi l'État a-t-il décidé de faire payer les droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques? Merci pour votre question, madame. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue aujourd'hui et toutes les intelligences évoluent avec. Alors, il faut comprendre que de temps à autre, il y a des systèmes qui vont devenir obsolètes et nous avons l'obligation de passer à des systèmes plus modernes, plus actuels pour pouvoir continuer le travail. Et donc, l'État a eu le besoin ou l'impératif besoin de changer de mécanisme parce que, vous savez, les téléphones portables sont produits partout dans le monde aujourd'hui et ils sont produits sous plusieurs formes par des centaines, parfois des milliers d'entreprises. Mais la douane fixe devient très très poreuse pour un État comme le Cameroun. C'est-à-dire les téléphones portables passent par des roues de voiture, des pneus de voiture, passent par des réfrigérateurs, ainsi de suite. Donc, et ça passe par toutes les voies possibles. Alors, ça fait que l'État se retrouve en train de perdre la majorité de ses recettes dans ce domaine-là. On parle de recettes qui sont parties de 24 milliards de francs CFA en 2004 à 200 millions en 2017. Effectivement, une perte de plus de 97%. Vous comprenez la gravité de la chose pour les gouvernants. Et donc, il était question pour nous, les technologues, moi je fais dans la technologie les innovations, il est question donc de trouver des solutions numériques à ce problème grave pour l'État. Et je pense que il nous a été demandé par le ministère des Postes et des Télécommunications de trouver des solutions. Et nous avons travaillé effectivement dans mon entreprise pendant pratiquement 3 ans pour affiner la solution et aujourd'hui trouver celle que nous avons adoptée aujourd'hui, c'est-à-dire déplacer la frontière physique à une nouvelle frontière numérique. Alors, et la solution, c'est faire payer celui qui va acheter un téléphone. C'est-à-dire, moi, j'ai un téléphone depuis beaucoup d'années parce que je n'ai pas la possibilité d'en acheter un nouveau. Maintenant, je fais tout pour en avoir un. Je vais à l'avenue Kennedy, au marché 3e, à Pumpumbré, à Moliko. Je m'achète un téléphone et vous, la solution que vous trouvez, c'est qu'après avoir fait tous ces efforts pour acheter un téléphone, je dois être celui qui supporte la douane. Je voudrais rappeler à tous les Camerounais que c'est
le consommateur qui paye la douane. Même quand l'importateur vient payer au départ, il répercute tous les frais de douane, toutes les taxes sur le coût final du téléphone. Et ce que vous achetez, c'est tout cet ensemble, c'est-à-dire les taxes, la marge bénéficiaire, la production du téléphone et tout ce qui va avec. C'est ce que vous achetez au final. Ça, il faut se le faire comprendre. La différence étant que cette fois-ci, on ne va plus payer comme on payait avant, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin on va dire avec les autres appareils, on paye et la douane est inclus dans le paiement qu'on fait. Maintenant, il faut payer par son téléphone. Effectivement, c'est ce qui se passe. De l'argent en plus? Non, pas en plus, justement. Non, pas en plus, s'il vous plaît. Je crois qu'on est quand même intelligent et on sait de quoi on parle. Oui. Ce n'est pas en plus. Les frais de douane, c'est 33%. Alors maintenant, vous les payez aujourd'hui en achetant votre téléphone. Mais comme l'importateur véreux a trouvé le moyen de contourner la douane, ça fait que logiquement, les 33% qui devaient revenir à l'État revient aux poches des importateurs. Donc l'État perd, vous payez, mais l'État perd. Alors, il est question de rétablir. La relation était importateur-État d'un côté et importateur-consommateur de l'autre côté. Vous voulez dire mais que aujourd'hui, l'État a décidé de faire un lien direct entre le consommateur et l'État. Parce qu'en réalité, on a compris que cet intermédiaire qui est l'importateur a joué mauvais jeu. Alors, en clair, l'importateur ne payera plus? Ça veut dire que... ne dédouanera plus les Justement, appareils? Il est question que si l'importateur ne dédouane pas, parce que dans la loi, il est dit clairement qu'il a l'obligation de vous dire si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Si l'importateur ne dédouane pas, ça veut dire que si votre téléphone a coûté 100 000 francs, par exemple, toute taxe, il devrait vous le vendre à 67 000 francs. Et la question de savoir, est-ce que vous allez donc imposer à l'opérateur de me donner mon téléphone à 67 000, est-ce que moi j'ai les éléments pour savoir qu'il a acheté à 100 000 ou bien à 80 000? Vous êtes en train Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi dit qu'il doit vous dire que le téléphone est dédouané ou pas. La loi le dit. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans l'application de la loi vont faire leur travail en aval. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que la loi a changé le modèle de collecte, en disant qu'aujourd'hui, on enlève la charge de collecte aux importateurs. On la remet à l'utilisateur final. Ce qui veut dire que si vous devez acheter votre téléphone, j'ai dit, à 100 000 francs, vous l'achetez à 67 000 et vous avez donc la charge, vous, de payer les 33 000 restants. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se passer? Alors concrètement, ça va se passer de manière simple, c'est-à-dire vous introduisez votre puce dans le téléphone. Dès que vous avez introduit la puce dans le téléphone, vous recevez un message qui vous donne le statut de votre téléphone. Ce téléphone n'a pas payé, doit payer la douane de temps. Et vous avez le choix entre payer en one-off, c'est-à-dire payer en une seule traite, ou alors payer en échelonné. Alors si vous faites le premier choix, vous mettez assez de crédit dans votre téléphone pour que ça puisse apurer le choix que vous avez fait, c'est-à-dire payer à one-off. Si c'est le deuxième choix, vous allez donc laisser votre téléphone et ça va prélever de manière échelonnée peut-être 100 francs par jour ou 200 par jour jusqu'à ce que le coût de la douane est apuré. J'ai un sérieux problème quand on reste sur le pourquoi le consommateur. Le pourquoi le consommateur, parce que le consommateur que je suis n'a pas les moyens pour démontrer à l'acheteur, au vendeur, à l'importateur que mon téléphone est importé ou pas. Vous dites, la loi l'a dit, c'est philosophique la loi. Maintenant, sur le plan concret, comment? Là-bas sur le marché, pourquoi moi je dois payer alors que celui qui paye n'a pas payé? Je ne saurais jamais, M. Zambo. Bon, je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas de la TVA, nous payons tous la TVA en consommant. C'est automatique. Alors qu'avant, c'était l'impôt physique. On avait un bout de papier que les chefs de quartier vendaient partout. Et on est parti de là à la TVA, qui est devenue quelque chose de virtuel. C'est-à-dire, vous achetez du pain, il y a déjà la TVA dedans.
Et là, nous avons un produit, c'est la consommation du téléphone. Or, là, vous devez savoir que normalement, un téléphone qui n'a pas payé les taxes ne doit pas être dans le réseau. Parce qu'il est frauduleux. Mais c'est à la douane de le faire. Justement, c'est à la douane de le faire, mais maintenant, la douane veut utiliser les moyens modernes. Le moyen moderne, c'est la numérisation du système. Donc, vous ne pouvez pas rentrer en arrière aujourd'hui. Nous devons avancer. Et pour avancer, nous utilisons les mécanismes qui sont ceux d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, normalement, la loi dit que l'importateur doit afficher si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Alors, normalement, vous, le consommateur, si le vendeur vous a dit que le téléphone est dédouané, il doit l'écrire sur votre facture. De manière à ce que si, par la suite, vous êtes frappé, que vous revenez vers lui. Parce qu'effectivement, ce sont ces vendeurs véreux que nous sommes en train de combattre. Donc, pour que l'État puisse fonctionner. L'État se désengage, ne va pas vers l'acheteur. Moi, je dois aller faire la police pour dire tu m'as vendu un téléphone, tu as écrit dédouané, alors qu'en fait, il n'est pas dédouané. Non, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Quand vous dites que l'État se désengage, vous devez savoir qu'en 2004 déjà, ce sont les opérateurs qui avaient l'exclusivité du marché du téléphone. Et ils vendaient les téléphones. Et ils s'acquittaient normalement parce que ce sont des sociétés citoyennes. Ils s'acquittaient normalement. Mais entre-temps, le marché a changé. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand une loi est promulguée et mise en application, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en route. La police nationale va se mettre en route. Les brigades de contrôle du ministère du Commerce vont se mettre en route, ainsi de suite. C'est une série de mécanismes qui vont se mettre en marche. Alors, revenons sur comment l'opération va se dérouler, si vous le voulez bien. Je viens d'acheter mon téléphone. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reçois un message qui me dit que le téléphone a été dédouané ou non? Et qu'est-ce qui se passe juste après? Je viens de vous le dire, quand vous mettez la puce dans votre téléphone, vous recevez un message qui vous dit ce téléphone n'est pas dédouané et qui vous indique le montant du dédouanement. Ça, c'est à partir du 15. Oui, c'est à partir du 15 octobre. Dans 4 jours. Oui. Alors, quand vous avez reçu le message, vous avez donc le choix entre payer en une fois ou en traite. Donc, c'est un mécanisme très simple. Si vous avez décidé de payer en une fois, ça veut dire que vous allez faire attention à ce qu'il y ait assez de crédit dans votre téléphone pour que vous puissiez apurer votre douane. Mais si ce n'est pas le cas, ça va passer donc à l'échelonnement et vous allez payer progressivement. Alors, on a bien compris. La taxe de 33% dont vous parlez a été bien fixée et il s'agit d'un montant qui est en rapport avec la valeur du téléphone à la sortie de l'usine. Or, il est possible qu'entre-temps, le téléphone ait perdu de sa valeur. Un téléphone que j'ai acheté il y a 5 ans, qui coûtait peut-être 400 000, coûte aujourd'hui 50 000 francs. Est-ce que vous avez pris cela en considération? Je souhaite dire 2 petites choses là-dessus. Il faut comprendre en premier qu'un téléphone n'est jamais désuet tant qu'il est en travail. Parce que le travail d'un téléphone, c'est de communiquer. Tant qu'il communique, il est un téléphone. Et il cesse d'être téléphone s'il ne communique plus. Alors, vous voulez dire que si tous les téléphones camerounais sont des téléphones de seconde main, alors l'économie s'arrête? Non, ils fonctionnent. Les opérateurs font des chiffres d'affaires avec. Et vous-même, vous faites votre travail avec. Donc, ce n'est pas parce que vous allez acheter un téléphone de seconde main qu'il va cesser d'être téléphone. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas forcément un téléphone de seconde main? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'un téléphone, quand il est dans le réseau, il fonctionne. S'il fonctionne, c'est que c'est un téléphone valable. Bon, la deuxième des choses, c'est que quand on prend un téléphone sorti, quand on prend le prix du téléphone sorti usine, il faut savoir que généralement, il est beaucoup trop bas que tout ce que vous imaginez. Parce que la personne qui importe le téléphone va payer le téléphone, va acheter le téléphone en usine, va mettre les droits de douane, les assurances et sa marge bénéficiaire, selon qu'il est grossiste ou détaillant, ainsi de suite. Donc, un téléphone que vous allez acheter à 800 000, il est possible que sorti d'usine, il soit à 300 000. Donc, la maison qui sort le téléphone de l'usine ne va jamais sortir le téléphone en plusieurs séries pour qu'il soit de moins en moins cher.
Donc quand il sort un téléphone, il le fixe à 300 000, il va l'avoir à 300 000 jusqu'à ce que tout le stock finisse. Est-ce que cela est valable pour les téléphones fabriqués sur place au Cameroun? Ben, c'est valable pour tous les téléphones. On ne fabrique pas un téléphone au Cameroun. On assemble les téléphones au Cameroun. Oui, Ça veut c'est dire assemblé au Cameroun. voilà, on fait venir toutes les pièces en pièces détachées et on vient assembler. Il est possible qu'il coûte la même chose à l'usine en désassemblé comme en assemblé. Parce qu'à l'usine, on vous livre un téléphone. Si vous avez commandé 1 million de téléphones, vous dites je les veux en pièces détachées ou je les veux monter, ça va vous coûter la même chose. Alors, on a parlé des téléphones, mais ce n'est pas seulement les téléphones, c'est également les tablettes et les modems. Oui, absolument. Alors, qui paye? Est-ce que ce n'est que le Camerounais, celui qui a acheté son téléphone au Cameroun, ou alors celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise, même venant de l'étranger? Oui, c'est celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise. Parce que venant de l'étranger, vous devez savoir qu'aucune voiture ne vient au Cameroun parce qu'elle vient de l'étranger, elle ne paye pas la douane. Aucun véhicule, aucune marchandise. Et le téléphone est dans le même ordre de matière. Donc ce n'est pas parce que votre cousin vous a envoyé un téléphone qu'il ne doit pas payer son accès au Cameroun. C'est simplement qu'à un moment donné, on sait bien les dissimuler et ils entrent sans payer. Mais dans tous les cas, ils doivent payer comme tout véhicule qui entre, comme tout réfrigérateur qui entre. Donc tout ce qui entre normalement doit payer, à moins qu'il y ait des accords assez spécifiques qui exonèrent un certain nombre de matériels, mais pour les téléphones portables, ils payent. Alors, les téléphones en roaming, par contre, ne payent pas? Non, les téléphones en roaming ne payent pas parce qu'ils n'utilisent pas la puce locale. Ils ne rentrent pas dans le réseau local. Ils restent au niveau international. Parce que on vous a dit que nous avons déplacé la frontière. Or, quand vous restez en roaming, vous ne mettez pas la puce camerounaise dans votre téléphone. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par la mesure. Monsieur Zambo, j'ai mon téléphone, je l'ai acheté et on m'a envoyé le message, je dis je paye par traite. Au bout de 2 semaines, je ne l'ai plus. Il a disparu, il est perdu, il est désuet, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la taxe devient? C'est l'État qui perd. Parce que dans tous les cas, on vous taxe ce que vous utilisez jusque-là. Et nous ne sommes pas, en fait, dans la plateforme, nous n'avons pas trouvé nécessaire avec le gouvernement, l'accord du gouvernement, de rentrer dans la répression. Parce que si on rentrait dans la répression, effectivement, on allait lier le téléphone à un numéro, à une personne, et à ce moment-là, quel que soit ce qui arrive au téléphone, vous alliez payer. Mais la façon dont la plateforme a été montée, si vous utilisez le téléphone, vous payez jusqu'à ce que ça s'apure. Mais si le téléphone trouve le moyen de ne plus exister entre-temps, les prélèvements s'arrêtent à ce moment-là aussi. Parce que les prélèvements, c'est chaque jour qu'on va voir que vous êtes dans le réseau, qu'on va essayer de prélever. Mais on prélève sur la puce ou sur le téléphone? Parce que le téléphone peut se perdre. Je vais reconduire la puce et j'aurai un autre téléphone. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Non, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque téléphone, nous créons un compte pour un poste de téléphone et non pour la puce. Okay. C'est le poste de téléphone. Alors, quand le compte est créé pour le poste de téléphone, si vous changez de puce, on va vous suivre dans le réseau où vous êtes. Justement, c'est pour ça que notre plateforme est une plateforme polyvalente et parce qu'elle rassemble toutes les données de tous les opérateurs téléphoniques au Cameroun. Donc ça veut dire que si vous vous déplacez avec votre téléphone, c'est-à-dire vous enlevez votre puce Camtel, vous mettez la puce MTN ou Orange ou Nextel, la plateforme continue de suivre le poste de téléphone là où il est en fonction. Alors vous travaillez sur la base des emails? Oui, ça c'est une donnée, mais il faut savoir que nous travaillons avec des données en triangulation pour pouvoir définir un poste, parce qu'il faut savoir qu'il y a des postes, des téléphones qui sont vendus au Cameroun avec le même email. Parce que les monteurs locaux, quand ils ont assembler 1000 téléphones par exemple, ils vont prendre le même logiciel, ils vont mettre le même email et vous allez vous retrouver avec 1000 téléphones avec le même email. Donc nous utilisons un système de triangulation qui est très très efficace pour définir chaque téléphone et le mettre dans son compte. Alors parlant justement de ce système de triangulation, selon certains observateurs, ce système n'est pas fiable à 100%. C'est vrai que rien n'est fiable à 100% dans la vie, mais il faut savoir que la technologie a beaucoup évolué et nous qui sommes dans
le système, nous savons très bien comment gérer la chose. Nous créons les logiciels pour contrer tout ce qu'il y a comme nouvel élément qui peut venir jouer contre la technologie que nous mettons en place. Donc, il faut savoir que ceux qui se préparent à se dire, oui, ben, nous allons changer les emails, nous allons faire ceci et comme ça, nous allons rendre les téléphones invisibles ou je sais pas moi, qui sachent que c'est impossible. Vous pourrez tracer. Absolument. On l'a dit, le paiement des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques est consigné dans la loi de finances 2019. Les journalistes en parlent dans cette édition, dans la rubrique édito. Le respect de cette loi ou l'entrée en vigueur de cette loi est-elle opportune? Réponse dans la rubrique édito. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. L'État du Cameroun a besoin de ressources et je crois que ce n'est que normal d'appliquer cette taxation-là, qui n'est pas une spécificité camerounaise. Les indicateurs en matière de croissance dans l'achat des tablettes et des téléphones, notamment au Cameroun, sont importants. Et il était temps que l'État récupère dans cette niche fiscale l'argent qui lui revient. Techniquement, il est logique que le gouvernement augmente l'assiette sur laquelle il prélève les recettes fiscales. Mais quand ça concerne un domaine comme celui des technologies qui sont aujourd'hui un levier de l'inclusion économique de beaucoup de Camerounais, là ça peut poser problème. Et même en Europe, il y a la taxation des GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook et Apple, qui est à l'ordre du jour. L'Union européenne a décidé de taxer ces géants du numérique. Et cela ne fait pas toujours plaisir, mais... C'est un secteur qui produit beaucoup d'argent, notamment aux entreprises qui sont installées dans ce secteur et qui, pour la plupart, ne sont pas des entreprises camerounaises. Il tardait que l'État rentre dans ce secteur pour récupérer son impôt, pour récupérer l'impôt, et c'est donc tout à fait normal. Accéder au téléphone a permis que certaines personnes situées en zone rurale puissent avoir accès à des services financiers avec beaucoup de facilité. Accéder au téléphone permet aux gens de régler un ensemble de problèmes sans avoir à se déplacer vers des zones où il n'y a pas de route du tout. Donc du coup, si on renchère l'accès à l'équipement qui permet cette inclusion économique, cela pose problème, d'autant que rien que sur la consommation du crédit, le consommateur paye pratiquement déjà 19-25% de TVA, ce qui en soi est déjà une chose assez importante. Vous parlez de la grand-mère, mais je voudrais dire qu'une grand-mère qui a les moyens de s'acheter un téléphone neuf ou bien une tablette neuve a aussi les moyens de payer la taxe qui va avec. Alors, Paul Zambo, quels sont les acteurs qui vont garantir la fiabilité de cette opération? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu à partir du 15? Oui, il faut déjà savoir que nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans avec tous les opérateurs, c'est-à-dire Orange, Nextel, Camtel, Yomi, MTN, et sous la grande supervision de tous les régulateurs, c'est-à-dire l'ART et l'ANTIC. Le ministère des Postes et Télécommunications a participé, a organisé ces travaux-là, et le ministère des Finances a été pratiquement le premier bénéficiaire de la plateforme, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une plateforme qui ne peut offrir que ces services-là. Il y a d'autres services que cette plateforme devra pouvoir offrir aux institutions de l'État. Et donc, il faut comprendre que en réalité, tel que le travail a été fait, notre cahier de charges définit un certain nombre de choses. Et c'est un cahier de charges. Nous avons une licence de première catégorie, comme tout opérateur. Et donc, nous travaillons dans les normes de la République du Cameroun. Nous avons un cahier de charges qui doit être suivi et qui est contrôlé par les régulateurs. Vous avez parlé des opérateurs il y a quelques instants. Ils ont, j'imagine, été sensibilisés. Vous avez travaillé avec eux. Qu'est-ce qui se passe si l'usager ne parvient pas à payer cette
cette taxe-là, s'il ne consomme pas assez de crédit pour que l'opérateur de téléphonie puisse faire son travail? Et qu'est-ce qui se passe également si on défalque plus qu'on ne devrait le faire? Oui, il faut dire que nous avons mis sur pied un code USSD qui permet que vous puissiez accéder à votre compte à tout moment, savoir l'état de votre téléphone ou l'évolution de votre taxe, ça, vous pouvez le faire. Et il y aura un numéro vert qui devra renseigner les gens sur un certain nombre de problèmes, des préoccupations qu'ils vont poser. Mais il faut savoir que si, par exemple, vous avez acheté un téléphone qui est dédouané et que vous avez la preuve du dédouanement, vous devez vous référer au service de la douane pour que la douane puisse renseigner la plateforme proprement et que votre téléphone puisse mettre en mode payé, en mode dédouané. Donc ça, c'est clair comme ça. Donc, pour nous, nous travaillons, comme je dis, sous la supervision de l'ART, de l'Antic, et les opérateurs sont tous des partenaires. Maintenant, on a déjà des problèmes avec certains de ces opérateurs par rapport au prélèvement qu'ils font dans le crédit que nous mettons dans notre téléphone. Vous leur donnez une nouvelle autorisation maintenant, ils vont aller piocher en plus, et vous dites, on peut contrôler. Oui, on contrôle parfaitement parce que, en fait, nous sommes mandataires de l'État en la matière. Et c'est nous qui ordonnons le prélèvement. C'est notre entreprise qui ordonne le prélèvement. Nous faisons tout le calcul tous les jours et nous envoyons les informations aux opérateurs et ils prélèvent. Et à la fin du mois, justement, on va faire les états et ils vont reverser à l'État. Il est clair que nous ne touchons pas l'argent. Ce n'est pas notre travail. Mais nous gérons l'information du début à la fin. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'ils ne peuvent pas prélever plus qu'il n'en faut, puisque c'est notre plateforme qui définit le montant qu'il faut prélever et le rythme de prélèvement. Alors, vous parlez de votre plateforme. On aimerait bien savoir s'il n'y a pas de risque sur les données personnelles. Quelles sont les garanties qu'on a? Oui, je viens de vous dire que nous travaillons sous la supervision de l'ART et de l'Antic. Et nous avons une licence de première catégorie avec un cahier de charges. Donc, dans le cahier de charges, il y a ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'ART a accès à nos bases de données en temps réel. Et il faut savoir que les opérateurs sont connectés chez nous par deux voies différentes, c'est-à-dire par le FH, c'est-à-dire le faisceau hertzien, et par par d'autres moyens. Oui, par d'autres moyens qui est comment dire. Bon, bref. On va revenir. Monsieur Zambo, je voudrais que vous nous le disiez. En principe, selon votre plateforme, le téléphone devrait coûter moins cher à l'acheteur dans les prochains jours à partir du 15 octobre quand il va au marché, parce que lui, il va, en plus de ce qu'il paye au marché, payer l'impôt. C'est ce que vous voulez nous dire? Absolument, c'est cela. C'est-à-dire tous les téléphones qui ne sont pas dédouanés devraient coûter moins cher, devront coûter moins cher à partir du 15. Donc, ils vont coûter 33% moins cher. Et le complément sera donc celui que vous allez payer. Alors, pour revenir sur les risques et sur les données personnelles, vous pouvez nous garantir, en regardant nos téléspectateurs droit dans les yeux, que vous n'allez utiliser ces données personnelles que pour cette opération-ci et rien d'autre? Absolument. Nous avons un mandat de l'État. Et ce mandat-là nous donne ce que nous devons faire avec les données. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de ce mandat-là, à moins que l'État décide de nous donner un autre mandat sur les mêmes données. Tant que l'État ne donne pas, ce ne sont pas des données qui sont notre propriété. Ces données-là sont la propriété de l'État du Cameroun. Et donc c'est l'État qui décide de la façon dont il faut utiliser, en garantissant la sécurité des personnes. Donc, nous ne pouvons pas aller au-delà de notre mandat. Nous n'allons pas vendre les données à des entreprises privées ou vendre des données à l'extérieur ou vendre à qui que ce soit. Ces données-là sont
Et en plus, les logiciels que nous avons dans nos bases de données sont contrôlables. C'est-à-dire, vous pouvez savoir avec exactitude ce qui a été fait. Si quelqu'un met même une clé USB pour Quelles copier... sont les données que vous avez? C'est le numéro de téléphone, c'est le nom des propriétaires. Qu'est-ce que vous avez concrètement? Si ce n'est pas confidentiel. Oui, je pense que je ne peux pas aller dans les détails, mais nous avons assez de données pour permettre que nous puissions utiliser la triangulation qu'il faut pour créer les comptes. Vous avez les noms des abonnés, vous avez les numéros de téléphone? Madame, c'est des logiciels qui gèrent, c'est une série de logiciels qui gèrent un certain nombre de données. Et chaque logiciel... En achetant une carte, on se fait identifier, donc tout cela... Non, mais chaque logiciel gère une donnée particulière. Donc ici, je ne peux pas aller dans l'énumération des données. C'est déjà très technique. Je pense qu'on va perdre les téléspectateurs. On a bien compris, monsieur Zambo. Alors, vous avez parlé du mandat tout à l'heure. On aimerait savoir comment vous avez vous avez travaillé 3 ans avec l'État. Est-ce qu'il y avait de la concurrence? Est-ce qu'il y avait un appel d'offres? Ou bien on vous a désigné simplement? Ou vous êtes venu proposer tout à l'État? Justement, le ministère des Postes et Télécommunications a lancé un programme d'encadrement des jeunes start-up du Cameroun. Parce qu'il y a tout un programme sur le Cameroun numérique 2020. Et donc, c'est dans le cadre de ce programme que nous avons présenté nos capacités et nos projets. Et nous avons été retenus pour continuer à développer ce projet avec l'État. En clair, il n'y a pas eu d'avis d'appel d'offres. Non, c'est une innovation camerounaise. Nous avons fait cette innovation, bien que ailleurs il y a la même forme de collecte qui se passe, par exemple au Liban et d'autres pays. Mais nous avons créé ces logiciels avec les spécificités de chez nous et nous les avons présentés à l'État et l'État a accepté que nous puissions continuer le projet. Nous avons donc été encadrés pendant pratiquement 3 ans pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Quels sont vos états de service, monsieur Zambo? Les états de service, je suis un inventeur pour commencer. J'ai eu mon premier brevet d'invention à 21 ans et j'ai été président de l'Association nationale des inventeurs du Cameroun pendant 10 ans. J'ai été pêché au Cameroun par la BBC pour aller continuer mes inventions en Grande-Bretagne. Et donc, j'ai travaillé pratiquement toute ma vie dans l'innovation technologique et technique. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que... La solution d'aujourd'hui permet aux Camerounais de voir que vous êtes arrivés et eux, ils ne payent pas plus cher qu'avant. Non seulement cela, ça sécurise les recettes de l'État, ça il faut le savoir. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous ceux qui essayent de traverser les mailles, qui essayent de dribbler et l'État et les consommateurs soient stoppés. Et c'est ce stop-là que nous faisons. Nous sommes les défenseurs de la fortune publique. Monsieur Zambo, lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez dit que vous n'avez aucun lien avec l'opération de distribution des ordinateurs PBHEV. Est-ce que vous le confirmez sur ce plateau? Absolument. Je crois contrairement à ce qui est justement, dit dans les réseaux sociaux. Je crois que pendant que nous avons lancé ce projet, les réseaux sociaux ont commencé à parler de cela. Mais je sais que j'ai été invité à une conférence de haut niveau à l'école des postes au Cameroun. Et pendant cette conférence, j'ai déclaré que si vous prenez 500 000 jeunes avec 500 000 ordinateurs, vous les encadrez dans le cadre de l'innovation numérique, ça peut faire un boom économique. C'est ce que j'ai dit, c'est le commentaire que j'ai fait. Et ce commentaire-là se trouve sur Internet. Et je suis étonné qu'on m'attribue le travail sur ce projet. Je n'ai rien à voir avec ce projet. Je n'ai été approché ni de près ni de loin pendant que ce projet se déroulait, encore que je n'étais pas au Cameroun à l'époque. Alors, les gains que l'État pourrait tirer de cette opération, ou bien de ce mode de prélèvement se fixe, les gains pourraient aller jusqu'à 45 milliards de francs CFA. C'est ce que vous nous avez dit. Alors, absolument. Sur quelle base avez-vous fait ce calcul-là? En fait, la base de renouvellement de la téléphonie. C'est-à-dire, chaque année, il y a un certain nombre de nouveaux téléphones qui rentrent sur le marché, un renouvellement du marché. Et donc, ce renouvellement-là peut aller jusqu'à 40 ou 60%. Ça dépend de la vitesse de l'économie. Et donc, il arrive qu'en une année, qu'on ait à vendre 4 millions ou 5 millions de téléphones au Cameroun. Et pendant que l'État va gagner 45 milliards, M. Zambo et Arintec gagnent également plusieurs milliards.
Je ne sais pas si c'est plusieurs milliards, mais ce que je sais, c'est que nous avons une rémunération à la base de ce que nous faisons comme travail. Et je pense que c'est la chose la plus logique qui soit. Vous ne vous enrichissez pas sur le dos des citoyens camerounais. Je m'enrichis sur le numérique. Il faut savoir que le numérique est un véritable grenier de richesse. Et tous ceux qui vont s'aventurer vont s'enrichir. Et il faut savoir, je voudrais le rappeler, que l'innovation que nous avons mise sur place au Cameroun sur le prélèvement et sur les téléphones portables est déjà demandée dans au moins 4 pays en Afrique. Et donc, on attend seulement le lancement au Cameroun puisque nous puissions lancer dans ces pays-là aussi. Et il faut savoir que là, c'est là où le PIB du Cameroun va s'enrichir parce que ce que nous allons vendre à l'extérieur, nous allons enrichir le Cameroun avec. C'est entendu. Comment les mesures barrières sont appliquées dans les établissements scolaires? On le saura en écoutant, en suivant ce zooming que nous propose Barbara Padjama. Évaluer la première semaine de cette année scolaire, c'est aussi démasquer le non-respect des gestes barrières dans nos établissements. Tout le matériel barrière est fixé, mais difficilement appliqué. Le port du masque et surtout la distanciation donnent encore du fil à retordre aux encadreurs. On fait le maximum pour que ces contacts, ces attouchements ou bien ces rapprochements soient limités. Mais il est difficile de dire aux enfants de ne pas se toucher. Donc il faut être réaliste. On tombe sur des visages nus ou des masques qui se cachent loin des visages. Des cache-nez oubliés ou égarés, le gouvernement a prévu cette éventualité. Les mesures édictées par le gouvernement et par l'OMS, je dois dire que depuis le confinement, on essaie de les respecter malgré quelques difficultés. Et depuis le lundi 5 octobre, les enfants sont dans la même dynamique. Bien évidemment, il y en a certains qui ont oublié leur cache-nez. Parfois, quand ils n'en ont pas, on leur fournit des cache-nez. Mais comment mettre le froid entre des élèves camarades habitués à la chaleur humaine? Comme c'est des petits enfants, ils prennent ça comme une corvée, mais nous sommes obligés de leur rappeler pour éviter une contamination globale. Ce n'est pas vraiment facile. Dans cet établissement, les responsables ont chargé l'unité de veille anti-Covid-19 de faire la police, la mettre aux trousses des élèves indisciplinés. Et même la distanciation, vous pouvez observer, tout est respecté. Même le lavage des mains, il y a des seaux au robinet pour permettre que la pandémie, qui n'est pas encore finie, ne passe pas par nous. Les cours ont repris, certes, mais le réflexe du respect des mesures barrières n'est pas encore à jour dans nos écoles. Le réflexe des mesures barrières n'est pas encore à jour dans nos écoles. Barbara Padjama vient de le dire. Et pour en parler, entre autres sujets, je reçois sur ce plateau Jean-Pierre Adjaba, qui est l'inspecteur coordonnateur général chargé des sciences au ministère des enseignements secondaires. Bonsoir, monsieur l'inspecteur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir et merci de l'invitation. À ma gauche, Kangé William Wassaloko, qui est le chef de station de CERT-TV Sud-Ouest. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Lucrèce. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bonsoir à tous les téléspectateurs ce soir. Alors, monsieur l'inspecteur, le système de mi-temps charriait de nombreuses questions avant la rentrée scolaire. Ces questions demeurent aujourd'hui. Je voudrais que nous commencions par les effectifs. Les implications de ce système, c'est par exemple la limitation à 50 nombre d'élèves par classe. Est-ce que cet objectif a été atteint? Cet objectif est atteint et puisque vous parlez de mi-temps, donnez-moi la possibilité de rappeler à tous nos téléspectateurs que ce rythme scolaire de mi-temps n'est pas nouveau dans le système éducatif camerounais. À l'école primaire, déjà depuis très longtemps, ce système s'applique. Et autour de nous, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins qui sont sortis de ce rythme scolaire de mi-temps à partir du primaire. Il n'était pas 100 par classe, il n'était pas 150 par classe à l'époque. Je parlais de la mi-temps. S'agissant maintenant des effectifs, le moins que l'on puisse dire à partir des premières données que nous avons reçues, c'est que cette mesure en termes d'effectifs est une réalité. Parce que des données, une fois de plus que nous avons, le système de mi-temps s'applique au tiers des établissements que nous avons sur l'étendue du territoire. Les 2 autres tiers d'établissements maintiennent le rythme ancien. Donc, ça fait donc une éducation à 2 vitesses.
Au niveau du rythme scolaire, ça fait une éducation à 2 vitesses, mais au niveau des contenus d'enseignement, les contenus restent les mêmes. C'est les mêmes contenus qui seront enseignés, mais à des rythmes scolaires différents. Ou des examens à la même période pour tout le monde. À la même période, mais il est important d'ajouter que pour accompagner ce changement, le ministère des enseignements secondaires a mis sur pied un enseignement à distance. Nous allons y revenir. Permettez à Kanga William de vous poser cette question. Oui, bonsoir, M. Jean-Pierre. Bon, parlons du système de mi-temps. Vous savez très bien que ce système est un peu nouveau dans notre système anglophone, c'est-à-dire dans le sud-ouest et nord-ouest. Et vous savez aussi que beaucoup de cette école était vandalisée, certaines écoles étaient brûlées. Maintenant qu'il faut avoir 50 élèves dans une classe, est-ce que votre ministère a pris les dispositions de reconstruire certaines infrastructures qui étaient brûlées pour remplir cette norme de 50 par classe? Est-ce que le ministère a pris? Oui, le ministère s'est investi et pas le ministère seulement. Le gouvernement tout entier a fait des efforts dans le sens de permettre aux établissements qui ont subi un certain nombre de désagréments en termes de salles de classe et autres perdus. Le gouvernement a fait des efforts pour que des constructions soient faites. Mais il faut préciser en fait, et ça, Madame le ministre de l'Enseignement secondaire insiste sur ça, le système de mi-temps ne concerne que des établissements qui avaient ou qui ont des effectifs par classe supérieurs à 50. C'est la même classe, mais qui se dédouble. Une partie, la moitié, vient en matinée et l'autre moitié dans l'après-midi. C'est la même classe qui reste. Bon, nous sommes simplement qu'en termes d'infrastructure, on se retrouve avec les mêmes effectifs, mais avec comme 2 fois plus d'infrastructures. Okay. Alors, vous l'avez dit, c'est valable pour le sud-ouest et le nord-ouest, mais est-ce que c'est valable également pour le reste du pays? On se rend bien compte, par exemple, que dans plusieurs lycées, on a des effectifs de 7000 élèves, comme au lycée de Berthois, au lycée de Mendong, on a 6500 élèves. Parfois, pour 67, 75, 66 classes, on se retrouve avec des effectifs de 95 élèves par classe. Est-ce que ce n'était pas mieux, justement, d'augmenter la capacité d'accueil en construisant des salles de classe? Je l'ai dit tantôt, c'est le tiers des établissements du pays qui sont concernés. Je vais ajouter un autre détail important. Le ratio élèves par salle de classe en moyenne est de 45. C'est-à-dire qu'au Cameroun, actuellement, nous avons en moyenne 45 élèves par salle de classe. C'est dire que les efforts du gouvernement depuis longtemps de rapprocher l'école des apprenants cet effort-là porte ses fruits. 45 par classe en moyenne. Avant le Covid ou après? Je dis bien en moyenne avant le Covid. Et j'ai dit c'est la moyenne. Mais cette moyenne cache une réalité. C'est une moyenne, un peu comme quand on fait la moyenne. Vous avez un enfant qui a 0 sur 20, l'autre qui a 20 sur 20. Quand on fait la moyenne, on a 10 sur 20. Monsieur l'inspecteur, est-ce que vous avez fait le tour des classes de 6e, de 5e ou de 4e, où on retrouve parfois des salles de classe avec 100, 150 élèves? Et vous nous dites... Vous me donnez la possibilité... Vous nous dites que la moyenne, c'est 45 élèves par classe? Vous me donnez la possibilité justement de préciser. Cet effectif pléthorique que nous déplorons tous s'observe dans les grandes villes. La plupart d'autres établissements ne connaissent pas ce problème d'effectifs pléthoriques. Faites un tour dans des zones reculées pour voir le nombre d'élèves que nous avons par classe. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les effectifs, c'est où? Dans des grandes villes. Bon. Et justement donc, ce sont ces établissements qui sont concernés par le système de mi-temps. Ok, nous sommes toujours dans le système de mi-temps. Je parle du sud-ouest, que je connais très bien. Il y a 6 établissements qui sont concernés avec ce système. Il y a Kaskumba, il y a lycée Modiko, il y a JS Bokwango, GBHS Zimbe, GTHS Zimbe et GTHS Bwea. Bon, il y a certaines écoles qui ont déjà commencé ce système. Mais il faut savoir que pendant ce moment de crise,
il y avait beaucoup des enseignants qui sont venus à Yaoundé pour négocier l'affectation qui ne veut pas travailler. Par exemple, à Bialem, jusqu'à 2018, ils n'avaient pas d'école. Et je sais que vous êtes au courant. Bon, maintenant que certains enseignants avaient déjà été affectés ailleurs, est-ce que votre ministère a pris les dispositions pour le redéploiement des enseignants pour remplir cette vide? Ça c'est clair, ça c'est une évidence que des enseignants vont être redéployés justement pour permettre à ces établissements qui avaient dans le futur vont être... Permettez-moi de préciser, ça c'est dans un vraiment, comme on dit souvent, c'est sans délai, c'est-à-dire c'est dans un avenir immédiat. Parce qu'il y a eu une innovation en termes de redéploiement des enseignants cette année. On n'a pas suffisamment communiqué à propos. Le redéploiement est électronique. Les chefs d'établissement ont été invités sur une plateforme à exprimer leurs besoins. Et c'est sur cette base électronique, on a voulu autant que faire se peut éloigner l'humain parce que nous savons bien ce qui se passe quand l'humain est très impliqué. Donc cette innovation a conduit à un léger retard, mais soyez-en assurés, sans délai, les enseignants vont être redéployés dans ces établissements. Nous en sommes conscients. Bon, dans le système de mi-temps, chaque enseignant doit avoir 18 heures de cours par semaine. Bon, il y a certains... 18 à 20 heures. 18 à 20 heures. Il y a certains enseignants chez nous qui ont 4 heures, qui ont 6 heures, qui ont 8 heures. Comment vous pouvez faire maintenant pour que cet enseignant doit avoir ces 18 heures? Vous faites bien vous-même de dire qu'il y a des enseignants qui ont 4 heures, certains 6 heures. Certains même ne viennent même pas. Parce que c'est chaque jour, mais chez moi, qu'il y a des communiqués appelant les enseignants pour gagner des postes. Vous suivez la radio comme moi. 2 choses, je vais répondre en 2 points. Il y a des enseignants qui ont 4 heures. Vraiment, je suis heureux et content que ça vienne de vous-même. Et parce qu'il y en a qui se plaignent du fait qu'avec le système de mi-temps, on aura des enseignants qui seront surutilisés. La réalité, c'est qu'on avait beaucoup qui étaient sous-utilisés et que ce système de mi-temps va justement permettre à ce qu'ils se rapprochent de leur quota horaire. Ça, c'est d'un. De deux, et il me semble que c'est très important de le dire, les enseignants ont une charge horaire certes de 18, mais ces enseignants peuvent aller à 20. Ceux qui ont 20, les professeurs de collège peuvent aller à 22. Certains ont déserté des postes pour un certain nombre de raisons, insécurité et autres. Je voulais profiter de cette antenne pour parler aux enseignants en regardant ces enseignants droit dans les yeux, pour leur dire que le gouvernement de la République du Cameroun a pris un certain nombre de dispositions pour leur sécurité, qu'ils n'aient pas peur d'aller exercer leur métier partout où ils sont. C'est le plus beau métier du monde, le métier d'enseignant, qu'il n'ait aucune crainte. Parce que dans le nord-ouest, par exemple, le déplacement des enseignants se fait sur convoi pour partir de Bamenda à une. Bref, le gouvernement a pris des dispositions pour que la sécurité des enseignants soit assurée. Ceux-là qui avaient peur et qui avaient déserté, qu'il n'ait plus une quelconque crainte. La première semaine s'est achevée, ils n'ont pas entendu qu'il y a eu un enlèvement ci et là, qu'ils soient rassurés et qu'ils regagnent leur poste. Je voudrais que nous parlions maintenant des enseignants qui vont voir leurs heures passer de 20 à 28 pour certains avec qui on a échangé avant cette émission. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Est-ce qu'il y a des compensations qui sont prévues? Certains demandent des compensations, des motivations, d'autres demandent le paiement des heures supplémentaires, parce que de toutes les façons, il y en aura. Il faut déjà tirer un chapeau à ceux de ces enseignants-là. Dans certains pays, la situation de crise sanitaire que nous vivons actuellement, cette situation a été qualifiée de guerre. Et en situation de guerre, nous savons tous qu'il y a des efforts de guerre à pouvoir faire, chacun en ce qui le concerne. Donc nous tirons un chapeau à ceux de ces enseignants-là qui ont accepté d'aller au-delà de leur quota horaire. C'est un effort de guerre de leur part.
Mais il faudrait également savoir que les associations de parents d'élèves ne se sont pas montrées insensibles à cet effort de guerre des enseignants. Des dispositions sont prises au niveau de beaucoup d'établissements également par des associations de parents d'élèves pour pouvoir exprimer une certaine reconnaissance à ceux de ces enseignants-là qui vont au-delà de leur quota horaire. La question est de savoir ce que le ministère, ce que l'État a prévu pour ces enseignants-là qui vont voir leur charge de travail augmenter. Vous dites bien l'État. L'éducation, c'est une affaire de tous. C'est une affaire, certes, du gouvernement, de l'institution, mais c'est aussi une affaire de partenaires. Et les associations de parents d'élèves sont des partenaires de l'éducation. Et ces associations de parents d'élèves, ça je vous le redis ici, se sont engagés à soutenir ceux de ces enseignants-là qui vont au-delà de leur quota horaire. Monsieur l'inspecteur, vous voulez nous dire clairement qu'il n'y aura pas d'heures supplémentaires à payer aux enseignants, c'est bien cela? Madame, je ne l'ai pas dit. J'ai dit une chose qui est claire. Ce que je dis, c'est que l'effort de guerre des enseignants actuellement est pris en compte par les associations des parents d'élèves. Les associations des parents d'élèves qui ont déjà les pensions, la scolarité de leurs enfants à payer, qui ont les fournitures scolaires à payer. Et c'est encore ces parents-là qui doivent motiver, entre guillemets, les enseignants. Acheter des fournitures scolaires et autres, c'est un devoir en tant que parent. Au-delà de ce devoir de père ou de mère, il y a que j'appartiens à une association de parents d'un établissement. Parce que l'éducation, c'est une affaire de tous. Et ces associations de parents d'élèves, on aime bien le dire et le rappeler au ministère des enseignements secondaires, ne doivent pas être des tontines où on se retrouve pour ne parler qu'argent. C'est des moments, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé cette association des parents d'élèves et enseignants. C'est des moments privilégiés d'échange entre parents et enseignants pour que main dans la main, on puisse accompagner nos enfants vers le succès. Et dans ce cadre, dans le cadre de ces associations qui sont régies par les textes qui régissent les associations au Cameroun, et dont les fonds n'ont rien à voir avec des fonds publics. N'ont rien à voir, mais qui sont des fonds publics. Ça n'a rien à voir, mais c'est des fonds publics parce que la gestion également est réglementée et contrôlée. Donc, il se trouve justement que les parents, ensemble avec les enseignants, peuvent constater qu'il y a un effort, qu'ils peuvent apporter un appui à l'établissement. Et ça se fait dans la plupart de nos établissements. Et dans le cadre de ces appuis, par rapport à la situation actuelle, les associations se sont engagées à accompagner les établissements, à accompagner l'État. Monsieur Jean-Pierre, certains de vos enseignants ont proposé que les enseignants qui sont au sud-ouest, au nord-ouest ou à l'extrême nord, il faut un prime spécial parce qu'ils sont dans une zone à risque. Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est une préoccupation qui est prise en compte et qui fait l'objet d'une étude minutieuse au ministère des enseignements secondaires. C'est encore dans le laboratoire. Alors, monsieur l'inspecteur, les heures de cours ont été réduites dans certains établissements, mais les programmes sont restés les mêmes. Est-ce n'a-t-on pas envisagé la possibilité d'alléger également les programmes? Déjà au primaire où la mi-temps s'appliquait depuis très longtemps, il ne me souvient pas que de ce côté-là, on avait deux programmes différents. Oui, je pars de là. Nous avons parlé de l'éducation de base la semaine dernière. Je pars de là parce que mi-temps... Ce ne sont pas les mêmes programmes, monsieur l'inspecteur. Bon, je pars de là pour dire que si de ce côté-là, on n'avait pas allégé les programmes, c'est pas au niveau du secondaire que nous allons alléger. Mais je l'ai dit, vous avez peut-être promis qu'on reviendra sur ça. Au ministère des enseignements secondaires, il y a un enseignement à distance qui est mis sur pied pour accompagner justement ce changement. C'est un peu comme nous le voyons souvent au niveau des troupes militaires, il y a des troupes au sol, mais il y a également l'aviation qui vient en appui. L'enseignement à distance vient comme cette aviation-là. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cet enseignement à distance-là soit efficace?
quelles sont les dispositions qui sont prises pour que l'enseignement à distance soit efficace? Les dispositions prises sont simples. C'est qu'en ligne, nous avons des cours, mais pas seulement. Parce que là, je voudrais préciser qu'au ministère des enseignements secondaires, nous ne parlons pas de e-learning. Nous parlons d'enseignement à distance. C'est-à-dire que nous voulons atteindre des apprenants situés à des milliers de kilomètres par tous les moyens de communication. Ça peut être certes des moyens électroniques, c'est ça le e-learning, mais c'est aussi les moyens anciens de communication en version papier. Vous avez là, par exemple, un cours en format papier, le même cours qu'on peut avoir en ligne en format numérique. C'est pour dire donc qu'il y a déjà ces ressources qui sont mises en ligne pour permettre justement à ceux de nos enfants qui ont cours, par exemple, dans l'après-midi, d'avoir un premier contact avec ces cours-là avant qu'ils n'aillent en classe. Ça va leur permettre d'être un peu plus engagés en classe et l'engagement actif est l'un des piliers qui fondent tout apprentissage qui se veut durable. Ceux de nos enfants qui ont été en classe le matin, quand ils rentrent, ils ont la possibilité de travailler à nouveau ces cours-là pour renforcer les acquis de la journée. Donc, de la sorte, nous pensons pouvoir accompagner ce changement de rythme scolaire. Est-ce que vous avez pensé à des étudiants qui sont dans les endroits qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de réseau, si ce n'est pas téléphone, et qui n'ont même pas de signal radio ou de signal TV? Bon, si vous avez ni le signal radio, ni le signal TV, ni l'électricité, ni le téléphone portable. Nous allons vous parvenir par format papier, que voici. Si vous n'avez ni lumière, ni eau, si vous avez quand même de la lumière, nous allons vous parvenir par les clés. Alors, lorsque les cours vont parvenir à l'élève par support papier, comment est-ce qu'on s'assure que cet enfant qui parcourt ce cours le comprend effectivement? Est-ce que l'enseignant va revenir sur le cours après en classe? Il faut justement qu'il y ait un lien pédagogique entre le présentiel et l'enseignement à distance. C'est-à-dire, et ça constitue l'objet d'ailleurs d'un mode particulier d'enseignement-apprentissage qu'on appelle la classe inversée. C'est-à-dire que l'enseignant, avant le cours, demande aux apprenants soit d'aller sur le site, soit d'utiliser le cours qu'ils ont reçu pour commencer à faire un certain travail qui va être abordé en classe. C'est un peu la classe inversée. Par exemple, si je prends un exemple, en maths, il peut dire, allez, vous allez voir une situation problème qui a été posée. Est-ce que vous pouvez me résumer cette situation problème? Et également, il y a un outil qui a été indiqué pour résoudre le problème. Énoncez-moi cet outil. Donc, le cours commence à la maison, d'une certaine façon, et se poursuit en classe. C'est noté, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. La rentrée académique est fixée pour le 15 octobre prochain. Quelles en sont les grandes lignes? Réponse du professeur Marcel Fouda Ndjodo, qui est l'inspecteur général en charge des affaires académiques au ministère de l'Enseignement supérieur. L'année académique 2020-2021 est placée sous 3 grandes orientations. La première orientation, c'est le renforcement de la lutte contre la coronavirus. Et la deuxième orientation, c'est la promotion de la transparence et de l'intégrité en matière d'information universitaire. Et la troisième orientation, peut-être la plus forte, c'est l'accélération du développement du numérique éducatif. En ce qui concerne la coronavirus, il s'agit de faire en sorte que les universités ne deviennent pas un foyer de propagation de cette maladie et il est donc prescrit aux universités le respect strict et scrupuleux de l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement. On voudrait insister ici sur une surveillance extrêmement accrue de la population universitaire, le test, la détection et l'isolement au cas où il arriverait une situation qui pourrait compromettre l'environnement sanitaire de l'université. En ce qui concerne la deuxième orientation qui s'adresse spécialement aux instituts privés d'enseignement supérieur, il s'agit de leur demander d'être beaucoup plus transparents
en matière d'information qu'ils donnent sur le public. On s'est rendu compte que ces dernières années, on voit apparaître un certain nombre d'institutions et de diplômes dits internationaux. À cet effet, il est rappelé aux instituts privés d'enseignement supérieur que les différentes autorisations qui leur permettent d'ouvrir les programmes de formation doivent être clairement affichées dans leurs institutions et dans les sites internet, de telle sorte qu'un étudiant qui s'inscrit chez eux ait l'assurance qu'effectivement le programme est un programme habilité à fonctionner. Et en ce qui concerne la troisième orientation, l'accélération du développement du numérique universitaire par la mise en service des 10 centres du développement du numérique universitaire. Et je rappelle que c'est la deuxième composante du grand projet présidentiel e-National Higher Education Project, dont la première composante a consisté à donner 500 000 ordinateurs aux étudiants. Monsieur l'inspecteur, je voudrais, dans la suite de cette émission, que nous évaluions un peu les examens de l'année 2019-2020. Alors, le bac général 2020, 47,22% avec 117 007 candidats, une baisse de 13,28% par rapport à l'année 2019, où on avait un taux de réussite de 60,5%. Le probatoire 2020, 31%. Pour un taux de succès en 2019 de 43,82%. BPC 2020 60,86 et 2019 73,26. Quelle est la lecture que vous faites de ces résultats aux examens, notamment ceux du baccalauréat et du probatoire? C'est des résultats qui sont loin de ce qu'on espérait, mais c'est des résultats satisfaisants tout de même, parce que nous n'oublions pas qu'il y a eu cette pandémie, il y a eu suspension des cours. Au niveau du rythme scolaire, il y a eu incontestablement un léger relâchement, mais des efforts multiples déployés ça et là au ministère et même au niveau des établissements nous ont permis de réduire le choc qui aurait été beaucoup plus grand si rien n'avait été fait. Vous avez parlé du Covid il y a quelques instants. Le docteur Jacques Etoundi Ateba, qui est didacticien et promoteur de l'Observatoire panafricain de la qualité de l'éducation et de la formation, confiait à nos confrères du quotidien Le Jour cette semaine que la principale cause des échecs aux examens est la rigidité des acteurs de l'évaluation. Ils n'ont pas pris en compte le contexte socio-sanitaire défavorable au processus enseignement-apprentissage, au triple plan psychologique, didactique et pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Rigidité, c'est un peu trop dire. Mais incontestablement, il faut préciser à l'opinion que les critères de délibération n'ont pas changé, malgré le fait qu'il y a eu pandémie. Pourquoi? Simplement parce que nous nous sommes dit que c'est des diplômes camerounais et qu'il n'y avait aucun intérêt à vouloir dévaluer ces diplômes-là. Il fallait certes qu'on tienne compte de l'environnement, mais cette prise en compte de l'environnement s'est manifestée lors de la préparation aux examens certificatifs où les enfants ont été accompagnés à distance également, je veux le préciser. On a eu 37 directs. On a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises aussi bien au niveau de la centrale qu'au niveau local, lesquelles initiatives, comme je l'ai dit tantôt, ont permis de réduire le choc. Alors, vous parlez de réduction du choc, mais le docteur Jacques Etoundi poursuit en disant qu'il appartenait aux évaluateurs institutionnels de tenir compte de la pandémie et de ses effets dévastateurs afin de proposer des épreuves adaptées au degré de consommation des programmes et du contexte psychologique des élèves. L'avez-vous fait? Déjà, il faut dire que les taux de réussite, quand on compare les taux de réussite de cette année par rapport aux taux de réussite de l'an passé, naturellement, on constate qu'il y a une régression. Mais si vous comparez les taux de réussite du bac de cette année au taux de réussite du bac de 2018, vous allez constater qu'on se situe presque au niveau de la même fourchette. Les taux de réussite aux examens certificatifs oscillent.
Ça n'a jamais été une courbe essentiellement croissante ni essentiellement décroissante. Sauf que cette année scolaire a été particulière, monsieur. Cette année l'inspecteur. scolaire a été particulière, madame, ça nous n'en contestons pas, mais nous allons dans un avenir très proche évaluer. Je vais être un peu plus précis pour aller vite comme vous avez demandé. Nous allons prendre les copies des candidats, notamment des candidats à l'examen probatoire, que nous allons examiner à fond pour voir si les causes d'échec ne proviennent pas de la rigidité dont parle l'expert ou est-ce que ça ne provient pas des contre-performances au niveau de certaines thématiques autour desquelles il va falloir qu'on travaille un peu plus. Parce que nous sommes à 31%, vous le dites, c'est 31,22 probatoire, mais en 2016, on était autour de 33% au même probatoire. Donc les taux de réussite aussi. On va revenir sur le probatoire. On va revenir sur le probatoire. Kangé Williams. Parlons-nous des performances de GCE. Oui. Ordinary level et advanced level. Je prends Sud-Ouest, par exemple. Il y a 6 départements. La meilleure performance vient du département d'Indiane, 66%. Ensuite, il y a Coupé Maningouba, 54%. Département de Fako, 53%. Département de Mémé, 45%. Département de Magnou, 44%. L'IBRM, bon, il n'avait pas d'examen à l'IBRM. Ça vous dit quelque chose? Les taux de réussite au DC cette année, par rapport au taux de réussite de l'an passé, quand on regarde en termes de taux, on a effectivement l'impression, une fois de plus, qu'il y a eu régression, que cette année, nous avons eu des taux inférieurs au taux de l'an passé. Pour ce qui est du GCE A-Level, oui. Parce que nous sommes passés de 75,24% en 2019 à 64,40% en 2020. Par contre, le GCE O-Level, 62,15% en 2019 et 64,04% en 2020. Ça confirme ce que j'étais en train de vouloir dire, à savoir que si au niveau des taux, pour certains examens, notamment le GCE, on peut avoir l'impression d'une régression en termes de nombre de candidats admis, vous allez constater que nous avons eu beaucoup plus de candidats admis cette année. On parle de 40 000 à peu près. On parle de 40 000 à peu près, exactement. Bon, maintenant... Mais en réalité, ça, il faut se le dire. Je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde où d'une année à une autre, les taux de réussite aux examens certificatifs vont de façon croissante. Ça oscille toujours. Et il appartient justement à tous les acteurs, pas seulement à l'institution qu'est le ministère, mais les parents, mais les apprenants eux-mêmes. Il appartient chaque fois à tous ces acteurs-là de pouvoir s'interroger, de se remettre en cause, de faire un examen de conscience par rapport à ce qu'on a obtenu pour voir quelles pourraient être les causes. Ok, monsieur l'inspecteur, en dehors de tout ce que vous venez de dire, par rapport de cette année qu'il y a des reprise de l'école au sud-ouest, au nord-ouest et au Cameroun, quel est votre souhait pour cette année? Nous avons un certain nombre d'objectifs, s'il faut parler du NOZO, que nous nous sommes fixés. Dans la région du nord-ouest, par exemple, l'an passé, on avait des effectifs qui tournaient autour de 30 000. Au total, nous souhaitons avoir le double cette année. Et nous travaillons dans ce sens. Nous avons de l'ambition pour que le retour de l'école dans ces zones-là soit une réalité. Alors, je voudrais que nous reparlions du probatoire et son échec. L'échec le plus retentissant, parlant des examens de l'année 2019-2020, on l'a dit, est venu du probatoire, 31,20%. Qu'est-ce qui explique de manière véritable l'échec à cet examen? Est-ce que ce ne serait pas la coïncidence avec la première édition des probatoires APC? L'approche par les compétences, puisque vous parlez d'APC, c'est quoi? Vraiment, en français, facile et très brièvement. L'approche par les compétences, c'est 3 choses. 1, c'est des savoirs disciplinaires qu'il faut installer, c'est-à-dire Thalès et tout ce qu'on faisait avant, il faut installer cela chez les apprenants. 2, après un certain nombre d'apprentissages de savoirs disciplinaires, il faut apprendre les enfants à utiliser ces savoirs pour résoudre des problèmes de vie. Je prends un cas simple en mathématiques. Après avoir vu Thalès, Pythagore et les angles, on pourrait amener ces enfants à calculer la hauteur d'un immeuble sans avoir besoin de grimper ni de mesurer, pour qu'ils perçoivent le caractère utilitaire de ces objets-là. C'est le deuxième grand moment de l'approche par les compétences. Et le troisième grand moment, c'est quoi?
c'est quand j'évalue l'évaluation dans sa dimension sociale, je veux rendre compte. Je dois évaluer le niveau d'appropriation des savoirs disciplinaires. Je dois également évaluer la capacité à utiliser ces savoirs pour résoudre des problèmes de vie. Ainsi présenté, et toutes les études le confirment, partout où l'APC s'applique, les taux de réussite connaissent un accroissement. Est-ce que les candidats étaient suffisamment préparés pour cela? Ils sont dans cette approche depuis la classe de 6e. Je voudrais rappeler qu'au ministère des enseignements secondaires, nous avons opté pour une réforme progressive. Ce n'est pas une réforme globale. Nous n'avons pas fait une réforme de l'APC en l'imposant à tous les niveaux d'un trait. Nous avons commencé en 6e, puis en 5e, 4e. Donc ceux-là qui sont en première cette année sont évalués depuis la classe de 6e, suivant cette approche. Sauf que votre collègue du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire dit que les épreuves ont connu une série d'innovations qui ont plus ou moins dépaysé les candidats et même les correcteurs. Il a parlé d'épreuve 0 et vous êtes rapidement passé à ce niveau. Il faut le savoir effectivement, chaque fois qu'il y a une innovation, comme ce fut le cas, il y a ce que nous appelons des épreuves 0 que nous produisons. C'est vraiment des spécimens d'épreuves conformes à ce qu'ils auront, que nous envoyons à ces candidats-là pour qu'ils puissent déjà s'initier à ce qui pourra bien advenir aux examens certificatifs. Mais je continue à redire en fait que ces enfants sont évalués suivant ce format-là depuis déjà la classe de 6e. Il faut reconnaître, ça il faut se le dire, que la classe de première, c'est à ce niveau-là qu'on soumet pratiquement sur l'étendue du territoire national des candidats à une évaluation pour tester s'ils sont suffisamment outillés pour aller en terminale conquérir le sésame qui ouvre la porte aux universités. Et nous le savons tous, dans des autres niveaux, beaucoup de candidats réussissent à passer par les mailles du filet, à avancer sans nécessairement qu'on ait eu la preuve. Donc vous leur tendez des pièges en première? Non, ce n'est pas une évaluation par embuscade, madame. Oui, ce n'est pas une évaluation par embuscade. Ce n'est pas une évaluation par embuscade en classe de première. Mais je l'ai dit, en fait, les taux de réussite aussi. En 2016, on était à 33% pratiquement. Et l'année qui suivait, on était à 43%. Ça aussi, il appartient simplement, face à une situation comme celle-ci, de faire son examen de conscience. Et au niveau de l'institution, je voudrais vous dire que le 27 et 28 août, quelques jours après l'examen, on s'est assis, on a repris toutes les épreuves du probatoire pour déjà examiner ces épreuves. Je vous ai dit que dans un avenir très proche, nous allons prendre des copies. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas les copies jusque-là? Les gens peuvent se poser cette question. Simplement parce que les parents ont le droit de contester les résultats et de demander que leurs copies soient à nouveau corrigées. Et nous ne pouvons donc pas à l'instant dire que nous allons prendre ces copies, les réexaminer pour comprendre les causes d'échec quand les parents ont encore Monsieur la possibilité. l'inspecteur, est-ce que le probatoire a encore toute sa place dans le sous-système francophone, le sous-système éducatif francophone? Le probatoire est une spécificité camerounaise. Les textes Vous faites bien de le préciser. Il n'y a que le Cameroun et le Bénin Et je vous pose une question dans ce couloir. S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre. Si on vous dit à Paris ou à Londres, si on vous pose cette question, à quoi sert l'approbatoire? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est un certificat que vous pouvez utiliser quelque part? Je l'ai dit, le probatoire est une spécificité camerounaise. Nous sommes certes dans le monde, mais nous pouvons aussi avoir nos spécificités. Vous n'avez pas répondu à ma question. À quoi sert le probatoire? Est-ce qu'il y a des examens, des concours, par exemple, est-ce que je peux prendre ça comme un avec le certificat niveau pour demander le travail quelque part ou pour écrire il s'agit bien d'un certificat, c'est écrit certificat de probation. Mais il y a des concours au Cameroun qui exigent ce diplôme, mais au Cameroun. Mais comme si vous dites en France et autres, naturellement que... Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le probatoire est une spécificité camerounaise. Et les textes prévoient même sa suppression.
Mais si jusque-là, le probatoire n'est pas encore complètement sorti du système, c'est parce que cette suppression-là, justement, ne fait pas l'unanimité. Alors, la suppression de cet examen était l'une des grandes recommandations des États généraux de l'éducation tenus en 1995. La loi d'orientation de 1998 a entériné cette recommandation. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous semblez, j'ai envie de dire, freiner des quatre fers. Pourquoi? Nous semblons freiner des quatre fers. Pourquoi? Une fois de plus, je l'ai dit et je répète que sa suppression ne fait pas l'unanimité. Interrogez les parents, interrogez les syndicalistes, interrogez les décideurs. Vous allez constater, malgré le fait que ce soit inscrit, que ce n'est pas tout le monde qui adhère à sa suppression. Mais je ne pense pas que ce soit le probatoire qui soit un problème pour notre système éducatif. Cherchons les vraies causes du problème de notre système éducatif. N'allons pas chercher... Est-ce que vous avez conscience de ce que beaucoup d'enfants ont arrêté d'aller à l'école? Les études de beaucoup d'enfants se sont arrêtées en terminale simplement parce qu'ils ont fait le probatoire 4, 5 fois, 6 fois. C'est des enfants qui, chaque fois, voulaient passer par les mailles du filet sans nécessairement mériter d'aller en classe supérieure. Nous en connaissons. Moi, personnellement, inspecteur, j'ai eu chez moi un enfant qui a voulu aller, comme on dit souvent, à pied au niveau supérieur. J'ai refusé qu'il puisse continuer. Ses parents sont venus le récupérer et sont allés l'inscrire en classe supérieure. Et c'est comme ça qu'il a évolué. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu le probatoire. Sauf que dans le même dans le même pays, on a donc un autre sous-système où le probatoire n'existe pas. Est-ce que les enfants du sous-système francophone sont ceux qui doivent être le plus exposés à cette menace-là, parce que c'est une menace sur le système éducatif? La loi d'orientation est claire, madame. Nous avons un système éducatif, mais 2 sous-systèmes. Et il est clairement dit que chacun des sous-systèmes garde sa spécificité. Mais nous faisons le même concours. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Franck Evina. Année scolaire 2020-2021. Le démarrage était effectif selon Cameroun Tribune. Lundi, des milliers d'élèves ont retrouvé l'ambiance des salles de classe sur toute l'étendue du territoire national. Covid-19 oblige, les établissements ont fait de la place aux mesures barrières et au système de mi-temps, pour certains, en vue de la limitation des effectifs à 50 élèves par salle. C'est l'épreuve de la distanciation physique dont a parlé Mutation. Dans le quotidien de la rue de l'Aéroport, modalité pratique de ce système d'alternance de cours au lycée Général Leclerc et au lycée bilingue des Kounou. Un constat, la mi-temps ferait le malheur des enseignants, d'après le journal de Georges-Alain Boyomou. Les seigneurs de la CREI sont désormais appelés à intervenir dans les 2 vagues de la journée et d'après Mutation, beaucoup voient déjà leur travail doublé. Le spectre de la pandémie plane autour de l'école, mais Tes Promis Hebdo ne voit pas que ça comme problème. Déficit infrastructurel, conditions de travail des enseignants, qualité des programmes. Le journal de Marc Combu a saisi l'occasion de la journée de l'enseignant pour analyser le passé, le présent et le futur de la profession. Élection régionale, le dispositif préparatoire se met en place, indique Cameroun Tribune. Candidats issus des partis politiques et du commandement traditionnel s'activent déjà pour le début de cette opération de séduction. Parallèlement, l'ECAM prépare le contentieux après réception des requêtes de ceux dont les dossiers de candidature ont été invalidés, ajoute le quotidien à Capitaux Publics. Dans Tes Promis Hebdo, les poids lourds qui veulent rebondir à l'occasion de cette échéance électorale, entre autres Jean-Jacques Ndoutoumou, Gilbert Timiévouna, Zachary Pérévet, Tomaïnon Damjoya, André Siaka. Maître Charles Tchakounte Pati n'aura pas l'occasion de vivre ce moment historique de la vie politique du pays. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun est mort à l'âge de 57 ans après une évacuation sanitaire en France, a indiqué Le Jour. Inscrit au barreau du Cameroun le 16 janvier 1992, il était spécialisé dans le contentieux des affaires, précision de Cameroun Tribune. En perdant son procès face à la mort comme l'indique Mutation, Maître Charles Tchakounte Pati laisse un barreau éploré, mais plus orphelin. Dans le quotidien Le Jour, le visage du nouveau bâtonnier, Claire Atangana Bikouna, l'avocate de 59 ans, a été désignée au cours d'une session extraordinaire du Conseil de l'Ordre. La revue de presse était sur la scène.
Merci Franck Evina. Et maintenant, place aux une du lundi. C'est avec Daniel Menanga. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux panélistes, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous commençons avec Cameroun Tribune qui alerte à la une, alerte à l'infox, des informations sur le Cameroun. De manière récurrente, des Camerounais installés à l'étranger propagent de fausses informations pour ternir l'image de leur pays. Le dernier fait en date est la production d'articles de presse truqués annonçant une prétendue intervention militaire d'un pays ami au Cameroun. Éclairage en pages 4 et 5. Insécurité, mutation, menu ce lundi vous propose un bouillon de microbes à Douala. Comment des hors-la-loi ont sémé panique et désarroi jeudi dans la capitale économique. Également, caution douanière, 2 poids 2 mesures, interrogation. Puis MINSEP, FECAFOOT, le ping-pong se poursuit. Des nouvelles à retrouver dans les colonnes du quotidien de la South Media Corporation. Défi actuel voit un péril sur le CHAN 2021. Crise FECAFOOT LFPC selon la FIFA. La création d'un groupe de travail ministériel par le ministre des Sports s'assimile à une ingérence et expose le Cameroun à une suspension qui pourrait entraîner le retrait de l'organisation du championnat d'Afrique de 2021. Intégration Paris prend de vitesse Bruxelles concernant les projets intégrateurs de la CEMAC. À lire également 75e Assemblée générale de l'ONU, ce que propose l'Afrique centrale. Ces nouvelles et plus dans le journal de Thierry Ndon. Éco Matin rebondit sur la CEMAC. Comment résoudre le sous-financement de l'économie pour une croissance forte et créatrice d'emplois? Les économies de la CEMAC avaient besoin d'un financement d'au moins 24 500 milliards de francs CFA en 2019, mais ont reçu moins de 20% de cette enveloppe, ce qui plombe le développement et hypothèque l'émergence. Pages 4 à 5. L'économie report propose par ailleurs un coup d'œil dans le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun. À l'heure où le coronavirus ne cesse d'impacter négativement les économies, le pays souhaite bénéficier davantage de soutien de l'institution de Bretton Woods. The Guardian Post Daily, 1 week after resumption, Northwest and Southwest region record highest school attendance since 2017. Education officials said attendance within first week of reopening already more than 90% of anticipated turnout for entire academic year. Et puis, Ladies News, manuel scolaire, des millions de livres gratuitement offerts par le Minédub. Une promesse gouvernementale tenue au cours du lancement de la campagne de distribution des livres le 8 octobre 2020 à Yaoundé. À lire également l'édito de Chantal Nga. Respect de la dignité féminine dans la même veine, parité et égalité à la CRTV. Charles Ndongo rassure bien évidemment dans les règles de la compétence et du travail. Lucrèce, une bonne illustration. Merci Daniel Menanga. Alors Kangé Williams Wassaloko, vous venez du sud-ouest, on l'a dit, vous êtes le chef de station de CRTV Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette semaine, cette première semaine de l'année scolaire 2020-2021? Non, plus d'élèves? Non, Lucrèce, je peux dire que depuis 2017, on n'a jamais vu ça. Parce que, et il faut dire, parce que cette année, tous les sécessionnistes ont monté au créneau dans les pages Facebook. Monsieur Sako, qui est le président d'Ambazoni, il y a Eric Tato, et il y a aussi Ayoub Tabé, qui est le Seseko, qui est en prison maintenant. Ils tous, ils ont monté au créneau pour dire qu'il ne faut pas attaquer les enfants. Donc ils ont trouvé que c'était une mauvaise stratégie. Donc, comme tous les journaux ont dit ça, tous les écoles ont repris. 90%. Et les 10%, c'est des écoles qui étaient brûlées, que l'inspecteur dit que son ministère est en train de caresser l'espoir pour reconstruire. Donc, en dehors de ça, je pense que tous les écoles... Et puis, les écoles n'ont pas seulement repris, ils sont inondés. Parce que je prends un exemple, c'est que Baptiste College à Limbe, que tout le monde compris. Qu'est-ce que le proviseur a fait? Il a vu qu'il y a beaucoup de parents. Donc il dit, bon,
tout le monde allait payer à la banque. Mais ils trouvent qu'ils avaient seulement 200 places, mais 500 parents ont payé. Donc il était problème de les rembourser. À Baptiste High School, ils ont quitté de 200 élèves l'année passée pour 500 cette année. Donc partout, je dis que tous les corps sont pris, mais il y a toujours le problème des enseignants. À Biarem, Kondotiti, monsieur l'inspecteur, il faut veiller sur ça. Il a pris note. Il a pris note, monsieur l'inspecteur. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.